Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait débat. Partout, en fait. Dans les familles, dans les médias et bien sûr, à l'école. Les téléphones portables. Exactement. Et plus précisément, leur interdiction. En France, la mesure qui existait déjà au collège est en train d'être étendue au lycée. On va essayer de décortiquer tout ça. Pourquoi maintenant? Comment ça va s'appliquer concrètement? Et surtout, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? C'est la grande question. Pour y voir plus clair, on a une pile de documents assez variés. Oui. Il y a les annonces officielles du gouvernement, des articles de presse, mais aussi des réactions beaucoup plus critiques. Ah oui, On a notamment un communiqué du CNES, FSU, le principal syndicat d'enseignants, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. d'accord. Et pour prendre un peu de recul, on a aussi des extraits d'un documentaire qui nous emmène en Espagne, où les parents se mobilisent, mais sous un angle très différent. C'est ça qui est intéressant. La question de fond, c'est de savoir si on est face à une simple mesure de discipline, pour que les élèves soient plus attentifs, quoi, ou si c'est le début d'une prise de conscience beaucoup plus large sur l'impact des écrans. Sur toute une génération. Exactement. Allez, on commence par ce qui se passe en France. Alors, pour commencer, il faut quand même rappeler que l'interdiction totale du portable à l'école, c'est pas complètement nouveau. Non, pour les collèges, la règle va être généralisée à la rentrée 2025. Le dispositif a même un nom. Portable en pause. Portable en pause. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève arrive le matin, il dépose son téléphone, souvent dans des boîtes, des petits casiers, et il ne le récupère qu'à la fin de la journée. Et ça sort d'où cette idée, Sam? Alors, ils ne sortent pas ça de nulle part. Nos sources parlent d'une expérimentation qui a été menée sur près de 32 000 collégiens. Ah oui, quand même. Et selon le bilan du ministère, les résultats sont positifs. Meilleure ambiance, élèves plus concentrés, et point important, une baisse des signalements de cyberharcèlement. D'accord. C'est sur cette base qu'ils étendent la mesure, donc. C'est ça. C'est ce bilan qui justifie de l'étendre aux 5 265 collèges du pays. Et on a même le ressenti des élèves. J'ai noté cette phrase, dans un reportage, d'un collégien qui dit, je cite, Ah oui, je crois voir laquelle. C'est bien parce qu'on peut parler dans la cour avec ses amis, tu peux faire des jeux au lieu de rester collé à ton écran. C'est simple, mais ça en dit long. on redécouvre la cour de récré, en fait. C'est un peu ça, hein. Mais la vraie nouveauté, le point qui fâche, c'est l'extension au lycée. Là, on change de public. Oui, d'âge, d'autonomie. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a été très direct sur France Info. Pour lui, c'est on éteint son portable quand on va au lycée. La formule est claire. Oui, il ajoute que le temps de l'école, ce n'est pas le temps du téléphone. Et attention, ça ne concerne pas que le téléphone, hein. L'interdiction couvre tous les objets connectés. Tablette, montre. Exactement. Et si un lycéen se fait prendre avec? La sanction? Confiscation, rendue à la fin de la journée, et si ça se répète, c'est rendu directement aux parents. Mais pour les lycées, il y a une subtilité, non? Ce n'est pas aussi rigide qu'au collège. C'est un point crucial, oui. La loi est plus souple, elle demande à chaque établissement de fixer ses propres règles dans son règlement intérieur. Ce qui laisse la porte ouverte à des exceptions, j'imagine. Tout à fait. Un prof pourra autoriser les portables pour un exercice précis, ou on peut imaginer des règles différentes pour les étudiants en BTS qui sont souvent majeurs. Donc on n'est pas dans une interdiction aveugle. Il y a une marge de manœuvre. Voilà, c'est adaptable. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Les contraintes ne sont pas les mêmes partout. Mais alors, au-delà de la simple distraction, qu'est-ce qui motive vraiment cette décision? Le ministre a utilisé des mots très forts. Il a parlé de comportements addictifs, d'enjeux de santé publique. Sociaux, intellectuels et civiques. On sent que l'ambition, elle dépasse largement les murs de la classe. Alors, quels sont ces enjeux? Si on compile les arguments du gouvernement, on voit se dessiner trois grands axes. Le premier, c'est évidemment la concentration. Bien sûr. Et il y a une statistique dans une des vidéos qui est vertigineuse. Attendez, je vais être sûre d'avoir bien compris. Une seule notification, un simple buzz dans la poche, ça peut coûter jusqu'à 23 minutes de concentration réelle. C'est ce que l'étude avance, 23 minutes. Mais c'est absolument dingue. Ça change tout. Ça veut dire qu'avec 2 ou 3 notifications, 1 heure de cours est presque perdue, même si l'élève n'a pas touché son téléphone. C'est exactement ça l'idée de l'impact résiduel. Le deuxième enjeu, c'est le lien social. Le fameux plus de copains dans la cour de récré. C'est résumé par cette phrase, oui. On cherche à recréer des interactions directes, des conversations. Tout ce qui se perd quand chacun est dans sa bulle. On imagine la scène chaque matin. Le pèlerinage vers les casiers à portable. Ça doit être un moment, hein. Presque solennel pour des ados.
Ça doit être quelque chose, oui. Et le troisième point, qui est peut-être le plus grave, c'est le climat scolaire. C'est-à-dire? Le ministère est très clair là-dessus. Le portable, c'est un facteur de convoitise, de raquette, et surtout le vecteur principal du cyberharcèlement, qui peut se poursuivre jusque dans les couloirs. Sans parler de l'accès à certains contenus. Violent, pornographique, l'interdiction est aussi présentée comme une mesure de protection en fait. Donc, si on résume la pensée du gouvernement, c'est une tentative de recréer une sorte de sanctuaire déconnecté où l'école protège les élèves de la distraction, mais aussi des pires aspects du monde numérique. C'est ça. La vision est ambitieuse. Mais évidemment, tout le monde n'applaudit pas. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le SNES-FSU, le syndicat majoritaire, est très très critique. Il parle de mesures d'affichage, c'est ça? Oui, et d'instrumentalisation de l'école. Pour eux, on s'attaque aux symptômes sans traiter la maladie. Et quels sont leurs arguments concrets? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la faisabilité. Ils disent en gros, ce qui est gérable dans un petit collège l'est beaucoup moins dans un grand lycée, avec des jeunes de 17 ou 18 ans. Voilà. Et des établissements qui sont parfois de vraies cités scolaires. Leur crainte, c'est que ça ne fasse que déplacer le problème de quelques mètres, juste devant les grilles. Il y a aussi une critique sur la méthode, j'ai l'impression. Le syndicat dit que la décision a été prise sans vraie preuve d'efficacité. Oui, ils sont très sceptiques sur le bilan de l'expérimentation. Ils qualifient ça d'exercice d'autosatisfaction. Un peu dur, non? En clair, ils accusent le ministère de s'auto-féliciter sans évaluation indépendante et publique. Et puis, il y a la question du coût. Ah oui, combien ça coûte? Une des sources chiffre à 10 000 € l'équipement d'un établissement en pochette ou casier. 10 000 €. Ça peut paraître beaucoup, mais si on compare au coût social du harcèlement, est-ce que ça ne se justifie pas? Ou est-ce que le syndicat a raison de dire que cet argent serait mieux utilisé ailleurs? C'est tout le débat. Et ça nous amène à leur critique la plus fondamentale, celle de la contradiction. La fameuse phrase sur l'arbre qui cache la forêt, voilà, je la cite, l'interdiction du portable est l'arbre qui cache la forêt, à savoir la numérisation à marche forcée de l'éducation. C'est une contradiction fascinante, ça. D'un côté, on dit aux élèves, le numérique c'est l'avenir, utilisez les manuels dématérialisés, les ENT, Les espaces numériques de travail, oui. mais l'outil numérique que vous maîtrisez le mieux, que vous avez sur vous, lui, il est banni. C'est un peu le grand écart, quoi. C'est une forme de schizophrénie institutionnelle. Le syndicat conclut en disant que le vrai problème du harcèlement, de l'addiction, il se joue en dehors de l'école, le soir, le week-end. Et donc pour eux, la solution, c'est l'éducation, pas l'interdiction, exactement. Leur mantra, c'est « interdire n'éduque pas ». Le lycée doit être le lieu où l'on apprend à devenir un citoyen numérique responsable. Et cette idée, c'est intéressant de voir qu'en Espagne, un mouvement de parents a pris le problème, mais sous un angle complètement différent. Oui, là on quitte la sphère scolaire pour entrer dans le domaine de la santé publique. Le documentaire d'Arte nous montre ce mouvement incroyable Né d'un simple groupe WhatsApp, c'est ça, hein? d'un groupe de parents à Barcelone, oui. Et aujourd'hui, ils sont plus de 30 000 familles. Leur objectif, ce n'est pas de réguler l'usage à l'école, Mais de retarder l'achat du premier smartphone. au maximum. Leur slogan, c'est « Une adolescence sans portable ». C'est radical. Et leur argumentaire n'est pas du tout idéologique. Il est très scientifique, très médical. Totalement. Il s'appuie sur des témoignages de médecins. Une pédiatre, le docteur Maria Salmeron, explique que les applis sont conçues pour être addictives, Par des armées d'ingénieurs, oui. pour capter notre attention. Elle va jusqu'à dire que certaines études comparent les mécanismes de l'addiction aux écrans à ceux de l'addiction à la cocaïne. La comparaison est violente. Mais elle a le mérite d'être claire. On n'est plus dans la mauvaise habitude, mais dans quelque chose qui altère le cerveau. Et une autre spécialiste, Marina Fernandez, précise l'impact sur le cerveau des ados. Elle cible en particulier le cortex préfrontal. La zone du raisonnement, du contrôle des impulsions. Exactement. Une zone encore en développement à l'adolescence et qui est donc particulièrement vulnérable à l'interférence constante des notifications. Les documentaires montrent même une expérience en laboratoire qui est assez édifiante. On voit concrètement ce qui se passe dans le cerveau. Oui, c'est un moment marquant. Le docteur Diego Redolar compare deux activités, lire un livre et scroller sur Instagram. Et alors? Quand on lit, on voit une activation complexe du cerveau, les zones du langage, de la mémoire. C'est un travail actif. À l'inverse, le scrolling provoque une activation beaucoup plus plate, plus homogène. Plate. Il utilise le mot léthargie. Le cerveau se met en mode veille, passif. On consomme du contenu, mais sans rien retenir.
C'est l'hypnose du fil d'actualité infini. Face à ça, les médecins espagnols ne s'en sont pas contentés d'alerter. Non, ils ont agi. L'Association des pédiatres espagnols a émis des recommandations qui sont parmi les plus strictes au monde. 0 écran avant 6 ans. Et pour le premier smartphone, Retarder l'achat le plus tard possible. Ils fixent un seuil minimum à 16 ou 18 ans. 16 ans. On est à des années-lumière du débat français qui se concentre sur l'enceinte de l'école. Là, on parle de l'introduction même de l'objet dans la vie de l'enfant. C'est un autre niveau de débat. Ce qui est frappant, c'est que ça vienne des parents, de la société civile, pas de l'État. C'est peut-être un signe d'une perte de confiance. C'est une excellente question. En tout cas, ça met en lumière deux stratégies très différentes. D'un côté, l'approche française, descendante, par la loi. Qui se focalise sur un lieu, l'école. De l'autre, une initiative espagnole, ascendante, qui part des familles et qui se base sur la santé. Et pourtant, malgré leurs différences, ces deux approches semblent se heurter aux mêmes obstacles. Exactement. Comme le dit le syndicat français, interdire à l'école ne règle en rien le problème de ce qui se passe à la maison, le soir, les week-ends. Le problème de fond reste entier. Oui. D'ailleurs, le ministre français lui-même est assez lucide. Il concède que la mesure a avant tout une portée symbolique forte. C'est qui veut dire, entre les lignes, que l'application sera compliquée et que ça ne résoudra pas tout. Loin de là, c'est un signal envoyé à la société, plus qu'une solution miracle. Alors, après avoir exploré tous ces angles, la loi, la santé, la critique syndicale, l'initiative citoyenne, quelle est la grande idée qui ressort de tout ça ? Ce que nos sources révèlent, c'est une tension permanente entre deux philosophies. L'interdiction d'un côté, l'éducation de l'autre. Faut-il bannir l'outil ou apprendre à s'en servir ? Le débat semble coincé entre ces deux pôles. Mais il y a une troisième voie, suggérée par un neuroscientifique allemand, Manfred Spitzer. Il propose De changer complètement de perspective ? c'est-à-dire sortir du débat pour ou contre le portable à l'école. Précisément. Pour lui, la vraie bataille n'est pas contre l'usage, mais contre la conception même de ces technologies. S'attaquer à la source en somme. Voilà. Il suggère qu'on devrait traiter les entreprises de la tech comme on traite l'industrie du tabac ou l'industrie pharmaceutique. Il appelle une régulation internationale pour exiger d'elles qu'elles conçoivent des produits éthiques. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas délibérément conçus pour créer de la dépendance. Exactement. L'idée, ce serait de s'attaquer à la source du problème et non plus de passer notre temps à essayer de gérer les conséquences. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la fin. Est-ce que ces interdictions dans les écoles sont une première étape pragmatique et nécessaire ? Ou est-ce que, au fond, c'est un moyen de se donner bonne conscience ? Une mesure visible qui nous évite de poser la question bien plus complexe et politiquement bien plus risquée. Comment réguler les géants du numérique dont le modèle économique repose sur la captation de notre attention ? La réflexion est ouverte.